Alors, on se retrouve pour ce chapitre 10 sur la quantité de matière. Il faut savoir qu'en science, ce qu'on appelle la quantité de matière, c'est quelque chose de bien précis et de nouveau en seconde. Ce n'est, quand on vous dit quelle quantité, par exemple en cuisine, on vous dit 300 grammes, 400 grammes, 10 centilitres. En science, la quantité de matière, ce n'est pas une masse, ce n'est pas un volume, c'est un nombre d'entités chimiques. Et ce n'est même pas un nombre d'entités chimiques, c'est un regroupement d'entités chimiques. Donc, on utilise une nouvelle quantité de matière qu'on appelle la mole. Pourquoi? Donc, on fluote. La mole, pourquoi? Un atome ou une molécule, même les plus grosses, ne peut pas être pesée ni manipulée. Donc, atome, molécule, pas pesée, pas manipulée. Les chimistes ont donc créé une nouvelle unité de comptage. Les chimistes y regroupent les entités chimiques par paquet. Attention, dans ce paquet, il ne faut que des entités chimiques identiques. Par exemple, une classe ne peut pas constituer, quoi qu'il arrive, une mole, puisque vous êtes tous différents dans la classe. S'il faut préciser entité chimique, on y va, on met une astérisque. Ce qu'on appelle, je vous rappelle, entité chimique, pas de mouche où vous pouvez, c'est soit un atome, soit une molécule, soit un ion. Et donc, on a dit, surtout, vous flottez, qu'il faut qu'elles soient identiques. N'hésitez pas à faire pause pour pouvoir écrire et flotter tranquillement. Quel est le rôle de cette nouvelle unité? Facilité de comptage, gain de temps. Et elle est manipulable, l'entité. L'entité, pardon, n'est pas manipulable alors que l'ensemble l'est. La fameuse définition de la mole. La quantité de matière se note N, minuscule, j'insiste, et s'exprime en mol. Donc en fait, quand on dit la mole, c'est l'unité. C'est comme quand vous me dites le gramme et que je vous reprends. En fait, je ne devrais pas vous dire on travaille sur la mole, on travaille sur la quantité de matière qui s'exprime en mol. Et son symbole, on enlève juste le U. Donc, en mol, de symbole, mol, MOL. Une mole est une quantité de matière qui regroupe 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques identiques. Ça, c'est à savoir par cœur, la définition d'une mole. Une mole est une quantité de matière qui regroupe 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques et surtout elles sont identiques. Ce nombre, il porte un nom particulier. Ce nombre d'entités par mole est appelé constante d'Avogadro. On le note Na pour nombre d'Avogadro. Et il a pour unité, attention réfléchie, comme c'est un nombre d'entités par mol. Je vous rappelle que le par, ça veut dire divisé par une mol. Je regroupe par une mol. Donc il a pour unité mol moins 1. C'est par mol. Pour vous en souvenir, c'est le petit par. On va la noter une fois pour toutes. Cette constante est donnée dans les exercices, mais si on veut faire des sciences plus tard, il faut la retenir. Quand je dis plus tard, c'est bien sûr l'année prochaine. Et on n'oublie pas mol moins 1 quand il s'agit de Na, nombre d'Avogadro. Donc 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. On change de couleur, parce que c'est quand même important la mol. Et la constante d'Avogadro. Bon. Le but, on a dit, c'est de faire des regroupements. Donc maintenant, on va s'exprimer en mol moins 1. En mol, pardon.
Alors, quantité de matière et nombre d'entités. Si on a, vous voyez, un échantillon, alors je crois que ce sont des dragibus, mais je n'en suis pas sûre. On a grand N, nombre d'entités chimiques identiques. Par exemple, grand nombre, on fait une grosse fête, on a un grand nombre de bonbons à distribuer. Fête d'anniversaire, bien sûr. Donc, on va les regrouper par paquet, on fait des sachets pour les invités. Donc ces sachets, c'est la fameuse quantité de matière, puisque j'effectue un regroupement. Et le nombre de sachets, quoi qu'il arrive, il va toujours être plus petit que le nombre total de bonbons que vous regroupez dans le sachet. C'est pour ça que la quantité de matière, c'est un N minuscule, alors que le nombre d'entités chimiques, c'est un N majuscule. Dans ce chapitre, il va falloir être vigilant aux notations, petit n, grand N, petit n, grand N. Tout ça, ça a de l'importance. Donc ici, si j'ai grand N et que je le regroupe par sachet, donc nous, en chimie, on fait des sachets, c'est écrit en pâte de mouche ici, de 6,02 fois 10 puissance 23. Donc pour un sachet, je prends 6,02 fois 10 puissance 23. Pour deux sachets, je prends 2 fois 6,02. Donc si j'ai n entités chimiques, eh bien le nombre de sachets, ça va être le nombre d'entités chimiques identiques que j'ai, et je vais le diviser par ce que je mets dans un sachet, à savoir grand N, nombre d'entités, je l'appelle X parce que je ne sais pas si ça sera du cuivre, du carbone, de l'eau, divisé par Na. Donc là, NX. Il y a des unités. Alors, à l'ordinateur, c'est un petit peu dur d'insérer les unités, donc je vais faire comme je peux. Une quantité de matière, c'est en mol. Quand on veut faire SP, on commence à réfléchir. Sachant qu'un nombre, c'est sans unité. Donc là, c'est l'ensemble vide. Alors, je ne vais pas mettre l'ensemble vide comme d'habitude, parce qu'avec l'ordinateur, ça doit se trouver, mais je ne sais pas faire. Donc, je vais mettre des crochets vides. Ça se met aussi comme notation. On a appris que la constante d'Avogadro, c'était en mol moins 1. Donc, on regarde si ça colle. Si je divise rien par mol moins 1, c'est-à-dire par 1 sur mol, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc 1, ici sans unité, 1, divisé par 1 sur mol, ça revient à avoir des mols, donc l'équation, on dit qu'elle est homogène. C'est la première expression à savoir. Elle se retrouve par logique. Application directe 1. Quelle quantité de matière? Quantité de matière, c'est petit n. Représente 9,38 fois 10 puissance 20 atomes de soufre. Donc le soufre, il est identifié. Donc vous ne mettez pas X, c'est S. Donc je cherche N de grand S. On sait que c'est égal à le nombre d'entités chimiques. Donc, comme on travaille sur le soufre du soufre, divisé par la constante d'Avogadro, donc par N. Il n'y a pas de conversion. Donc on calcule. Vous écrivez à l'encre normale, bien évidemment. Voilà. Donc on divise 9,38 exposant 20 divisé par 6,02 exposant 23. Donc déjà on voit qu'on aura moins d'un paquet, puisque je n'ai pas 10 puissance 23 d'entités. Donc je vous laisse faire le calcul, moi c'est un petit peu long. Donc 9,38 fois 10 puissance 20
divisé par 6,02 fois constante d'Avogadro, 10 puissance 23. Égale 1,55. Après ma calculatrice, elle est le nombre effacé, donc je n'arrive pas à lire. 9,38 exposant divisé par 6. Bon, j'arrive pas à lire ce que c'est. Si c'est un 3 ou un 8 pour l'arrondi des chiffres significatifs. Alors, je refais. 9,38. J'arrive toujours pas à lire. Bon, je mets un 5 en désespoir de cause. Si c'est un 8, mais je pense que c'est un 8, donc je vais arrondir à 1,56. Donc N de S égale 1,56 fois 10 moins 3 mol. Surtout, comme c'est l'éditeur de texte, je remets une minuscule avec 3 CS. A l'inverse, je vais vous mettre un autre exemple pour manipuler dans un autre sens. Combien y a-t-il de molécules de méthane de formule CH4 dans un échantillon de 400 gigamoles? Donc, cette fois-ci, combien y a-t-il de molécules? Je cherche un nombre d'entités, donc c'est grand N. Donc, je repars de la formule précédente, mais je vais devoir la manipuler. Je cherche grand N de méthane, donc on met la formule du méthane, CH4. On utilise, on sait que la quantité de matière, c'est un regroupement. Donc je prends ce que j'ai, je divise par la constante d'Avogadro. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre total qui est regroupé dans mes sacs, dans mes paquets de bonbons, c'est le nombre de sacs de bonbons que j'ai, petit n, le nombre de sachets que j'ai fait pour les invités, multiplié par ce qu'il y a dans un sac. Et nous, en chimie, on met toujours la même chose dans n'importe quel sac, on met 6,02 fois 10 puissance 23. Donc N1. Il y a bien sûr une conversion, puisque je suis en exercice avec vous, donc c'est mon travail de vous faire réfléchir à tout ça et d'être toujours vigilant. Donc giga, celle-ci, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu. Giga, c'est 10 puissance 9, donc on convertit. Grand N de CH4 égale 400 gigamol égale 400 fois 10 puissance 9 mol. Ensuite, on passe à l'étape du calcul. Au moins, l'intérêt de que je tape au fur et à mesure, c'est que ça vous laisse le temps de le faire également. Donc, 400 fois 10 puissance 9, multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23, on doit donner la réponse avec 3 chiffres significatifs à nouveau. Ici, c'est une vingtaine, pardon. Oh purée. C'est parti, 400, exposant 9, multiplié par 6,02, exposant 23,
Ça fait 2, 408 exposant 35. Comme il nous faut que 2 CS, on va arrondir à 2, 41 fois 10 puissance 35. Avec 3 CS. Je vous rappelle que je veux depuis septembre cette structure de rédaction. Vous dites ce que vous cherchez. Vous prenez la formule qu'il y a dans la leçon, vous la manipulez. Si vous savez manipuler très bien dès le départ, vous pouvez manipuler, donner directement la formule. N'oubliez pas l'étape de conversion. Et vous n'oubliez pas de présenter le résultat souligné en comptant les chiffres significatifs. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'ici, on va travailler sur un atome, grand S, une seule majuscule, là c'est programme de collège. Dessous, le méthane, c'est une molécule, parce que c'est un regroupement de plusieurs atomes. Je vous rappelle également que dans le chapitre 5 dont vous avez le contrôle la semaine prochaine, nous avons appris à calculer la masse des atomes. Donc, on a appris dans le chapitre 5 que la masse de chaque élément est différente et égale à la masse du noyau. Soit la masse d'un atome, grand X, égale grand A, fois la masse d'un nucléon. Je vous rappelle que le proton égale le neutre. La masse du proton, pardon, égale la masse du neutron. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les quantités, on a dit qu'on ne pouvait pas, les nombres d'atomes, de molécules, d'ions, on a dit qu'on ne pouvait pas les compter. Donc on a défini notre quantité de matière, qui est un regroupement de 602 fois 10 puissance 23 entités chimiques identiques. Sauf que c'est sympa, mais moi je vous dirai jamais j'ai pris 6 millions de moles. Je vous dirai 6 millions d'atomes, je vous dirai tiens, prends 3 grammes d'eau. Donc on va devoir lier cette quantité de matière petit m à la masse, puisque la masse, un être humain, il est capable de la déterminer, de prélever une masse précise avec une balance. Donc, la masse d'une molécule ou d'un ion se détermine en ajoutant l'ensemble des atomes la constituant. Ça vous semble logique? Si vous voulez savoir la masse de votre trousse, soit vous pesez la masse de la trousse entière, soit vous pesez la masse de la trousse vide, vous pesez chacun des crayons, vous ajoutez. Donc par exemple, pour l'eau, la masse de la molécule H2O, attention c'est des petits m, j'insiste, ça va être 2 fois la masse de H, puisqu'il y a H2 dedans, plus une fois la masse de eau. Or, on connaît les symboles. Donc, je sais que la masse d'hydrogène, ça va être grand A de l'hydrogène, à savoir 1, multiplié par la masse des nucléons. Je l'appelle Mn. Hop, on l'appellera Mn, d'accord, la masse des nucléons. Plus, j'ai une fois la masse de l'oxygène, mais la masse de l'oxygène, je sais que c'est 16 le nombre de masses, donc c'est 16 fois la masse d'un nucléon. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je vois que je peux factoriser par masse du nucléon. Donc je vais factoriser par masse du nucléon.
Donc ça va être 2 plus 16 multiplié par la masse du nucléon que j'ai factorisé. Donc ça va être 18 fois la masse du nucléon. Vous prenez votre calculatrice et donne la masse, et donc la masse d'une molécule d'eau, c'est 18 multiplié par 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Vous faites le calcul. Je le fais également. 3,006 fois 10 puissance moins 26. On va compter les chiffres significatifs. Le 18 ne compte pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas issu d'une mesure, c'est issu d'un dénombrement. Donc au final, il faut donner avec 3 chiffres significatifs. Donc 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg. N'oubliez pas l'unité, c'est important en sciences. On va faire un deuxième exemple pour un ion. Je vous rappelle qu'on néglige la masse des électrons. Donc en première approximation, la masse de l'ion est assimilée à la masse de l'entité chimique neutre correspondant à l'ion. C'est-à-dire qu'on ne va pas tenir compte du signe moins pour calculer la masse. Donc on va dire que la masse d'hydrogénocarbonate, on met un petit m, on est vigilant, ça va être une fois la masse de H, plus on voit qu'il y a un C, une fois la masse de C, plus on voit qu'il y a 3 fois la masse de l'oxygène. Attention de ne pas confondre le 3 qui est en indice, qui indique qu'il y a 3 oxygènes, et le 3 qui est en exposant, qui indique donc qu'il y a 3 charges négatives. Comme précédemment, on remplace la masse de l'entité par sa correspondance. Donc le H, son nombre de masse, c'est grand 1. Donc la masse de H, on va le remplacer par grand 1, masse du neutron. La masse de C, on va le remplacer par grand A du carbone, à savoir 12 masses du neutron. Et la masse de O, on va le remplacer par 16 fois la masse d'un neutron. Donc, hop, on vérifie le carbone, on remonte. Le carbone, son nombre de masse, c'est 12 et l'oxygène, c'est 16. Donc, ceci, on va le remplacer par 12 fois masse d'un neutron. Et ceci, on va le remplacer par 16 fois masse d'un neutron. Maintenant, je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que je peux factoriser la masse du neutron. Donc, je vais factoriser la masse du neutron. Donc, la masse d'hydrogénocarbonate, c'est 1 fois 1, à savoir 1, plus
12 fois 1, à savoir 12, plus 3 fois 16, et tout ça multiplié par la masse du neutron, puisque j'ai factorisé masse du neutron. Donc, on fait l'addition, 3 fois 16. Mon calculatrice a vraiment des défaillances. Ah mais j'ai les touches qui marchent plus, ok. Les fichus. Donc 1 plus 12 plus 3 fois 16, ça fait 61. Donc ça fait 61 fois la masse d'un neutron. On fait l'application numérique dessous. Ça fait 61 multiplié par 1,67 fois 10 moins 27. Ça fait 1,0187 fois 10 moins 25. On compte les chiffres significatifs. On en garde à nouveau 3, puisque le 61 n'est pas issu d'une mesure, mais issu d'un dénombrement. Donc au final, cela nous fait 1,02 fois 10 puissance moins 25. Kilogramme, on n'oublie pas l'unité. Alors, je ne vous cache pas que ça, c'est au programme de seconde, c'est écrit dans le programme, mais la plupart du temps dans les exercices, la masse d'une entité chimique, elle est donnée. Puisque le but, c'est de savoir si vous avez compris ce qu'est la mole, c'est-à-dire ce fameux regroupement, et ensuite de savoir l'utiliser pour déterminer le nombre d'atomes, de molécules ou d'ions qu'il y a dans une masse donnée. Donc ça, en quelque sorte, c'était un préliminaire. Alors, pour la suite. Alors, vous comprenez bien pourquoi chaque entité chimique a une masse différente. Parce que, dans une mole d'atomes de carbone, par exemple, si je prends que des atomes de carbone, chaque atome de carbone a 12 nucléons dans son noyau, qui contribuent à la masse de l'atome de carbone. Donc si je prends une mole, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone, j'aurai 6,02 fois 10 puissance 23 fois 12 fois la masse d'un neutron. Alors que si je prends du soufre, qui a globalement 32 nucléons dans son noyau, donc j'aurai 6,02 fois 10 puissance 23, encore à nouveau, multiplié par la masse d'un neutron à nouveau, ou d'un proton, ou d'un nucléon, puisque c'est la même, mais multiplié par 32. Donc l'atome de soufre et la quantité de matière contenant une mole d'atome de soufre, pèse plus lourd qu'une mole d'atome de carbone. Alors voici ce qui est important. C'est le lien entre le microscopique et le macroscopique. Souvent, on souhaite connaître la quantité de matière correspondant à un échantillon de masse M échantillon. Pourquoi? Parce que le but de la chimie, c'est de fabriquer des nouveaux composants. Ces nouveaux composants, on les appelle produits. Et donc, il y a une réaction chimique, une transformation qui est modélisée par une réaction chimique qui nous donne les produits. Eh bien, ces réactions chimiques, elles sont proportionnelles en quantité de matière. Elles ne sont pas proportionnelles en masse, elles ne sont pas proportionnelles en volume, elles sont proportionnelles en quantité de matière. Donc quand on est un industriel chimique, que ce soit pour des arômes alimentaires, que ce soit pour des parfums, que ce soit pour des cosmétiques, que ce soit pour des médicaments, que ce soit pour fabriquer du nylon, des fibres textiles nouvelles par synthèse, il nous faut toujours remonter à la quantité de matière. Sauf qu'en tant qu'être humain, on a des balances pour mesurer des masses et des volumes pour mesurer, et des éprouvettes, pardon, et des pipettes pour mesurer des volumes. Donc il va falloir qu'on établisse un lien entre petit n, la quantité de matière, et la masse et le volume de quelque chose qui est manipulable par l'homme humain, par l'être humain qu'on appelle l'échantillon. Donc ici, si on a une masse d'échantillon, on souhaite connaître la quantité de matière qui correspond.
Donc soit X l'entité chimique industrielle. Le paragraphe d'avant, on a appris à calculer la masse de une seule entité. Donc si j'ai un échantillon, bien la masse de l'échantillon divisée par la masse de l'entité, ça va nous donner le nombre d'entités qu'il y a. De plus, on vient d'apprendre que le nombre d'entités chimiques, c'est la quantité de matière fois Na, la constante d'Avogadro. Donc ici on a un grand M, ici on a un grand M. Donc ce grand N, il est égal à ça, il est donc égal à ça. Donc on va faire une méthode par substitution. Dans cette équation, on va remplacer N dans le membre de gauche par ce à quoi il est équivalent. Donc en gros, je switch grand N par petit m échantillon sur masse de X, et ça, je dis que c'est égal à la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. Donc j'ai remplacé grand M, souvent en sciences on dit par son expression équivalente. Maintenant, il me reste à isoler petit n qui est ici. Alors ça, on y travaille depuis le début septembre. Donc normalement, vous savez très bien m'isoler petite n. Donc petit n, la quantité de matière contenue dans l'échantillon va être égale à petit m sur grand M divisé par Na. Donc divisé par Na revient à multiplier petit m de X par Na. Ce genre de démonstration, on va en attendre de plus en plus de votre part si vous prenez une spécialité physique. Vous avez plusieurs expressions littérales et vous les combinez pour trouver une expression littérale globale. Quand on la décortique, ça semble logique. Je prends l'échantillon, sa masse, je le divise par la masse de une seule entité chimique, et ça, je le redivise par 602 fois 10 puissance 23 pour faire mes petits paquets de bonbons. On met les unités en couleur. Alors je suis navrée parce que vraiment avec l'ordinateur, c'est pas sympa de mettre les unités. Donc, une masse, son unité légale, on est d'accord, c'est le kilogramme. Mais en chimie, hormis les industriels, manipulez plutôt des grammes. Donc on va mettre en grammes. C'est ça que je voulais mettre en vert. Ensuite, constante d'Avogadro, on l'a vu. Ah. Constante d'Avogadro, on l'a vu. C'est en mol moins 1. Donc, Na est en mol moins 1. Ensuite, une masse, bien, c'est à nouveau l'unité légale kilogramme, mais nous, en chimie, on utilise plutôt des grammes. Donc la masse, ici, elle est à nouveau en grammes. Maintenant, on réfléchit si cette équation, elle est homogène. Je prends des grammes, je les divise par des grammes. Il me reste 1, c'est-à-dire pas d'unité. 1, je le divise par 1 sur des moles. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, ce qui signifie qu'au final, je dois récupérer des moles. De l'autre côté, je vois que c'est petit m, une quantité de matière en mol, donc l'expression littérale, elle est homogène. On l'a bien manipulée. Réfléchir sur les unités, ça vous permet également de voir si quand vous combinez plusieurs expressions littérales,
eh bien, vous les combinez correctement. Parce que si à la fin, votre expression n'est pas homogène, c'est-à-dire si à gauche de l'égalité, vous n'avez pas la même unité qu'à droite de l'égalité, alors cela signifie que vous avez fait une erreur. Allez, je vous laisse réfléchir un peu à l'application directe 2. Le composant essentiel du savon, c'est le stéarate de sodium, qui a pour formule C18H35O2Na. Je vous épargne ce long calcul de C18H35O2Na. Vous pouvez le retrouver si ça vous amuse, entre guillemets. Moi, je vous demande de calculer la quantité de matière en stéarate de sodium contenue dans une savonnette de 125 grammes. On est toujours vigilant à la lecture d'énoncés. Voyez bien qu'ici, il y a des grammes, ici, il y a des kilogrammes. Donc, quoi qu'il arrive, il va y avoir une conversion. Alors, rédaction, on est rigoureux. On cherche. Petit n, une quantité de matière, c'est petit n, de stéarate. Alors la chimie, je reconnais, c'est quand on arrive à ce genre de chimie, c'est un petit peu lourd à noter, puisqu'on réécrit la formule de la molécule. Je pars de ce que je connais, une quantité de matière. Je vous fais la démonstration dans l'autre sens maintenant. Comme ça, vous allez voir les deux sens. C'est le nombre d'entités chimiques divisé par la constante d'Avogadro, c'est-à-dire c'est le nombre de bonbons divisé par ce que je mets dans un sac. Et nous, je vous rappelle que dans un sac, on met toujours, quoi qu'il arrive, 6,02 fois 10 puissance 23 l'entité chimique identique en chimie. Or, je connais la masse de une molécule de stéarate. Donc, ça veut dire que grand N de stéarate, nombre de molécules contenues dans la savonnette, c'est la masse de la savonnette divisée par la masse d'une molécule. On va l'appeler M savon. Divisé par la masse d'une molécule. Regardez, ici j'ai grand N. Ici j'ai grand N. Donc dans la première expression, je vais remplacer grand N par ce à quoi il est équivalent. C'est-à-dire que je prends masse de savon sur la masse d'une seule molécule de stéarate, et là, je l'insère ici. Ça, je le mets à la place de ça. Voilà. Donc, je fais évoluer ma notation. Je vais me retrouver avec la quantité de matière qui est égale la masse de savon divisée par la masse d'une molécule de stéarate de sodium et divisée par la constante d'Avogadro. Vous voyez qu'on a retrouvé la formule. C'est le but de tous ceux qui veulent aller en SP. Les autres, je peux vous accorder de l'apprendre par cœur, mais quelque chose qui est un petit peu logique comme ça, je me demande si c'est vraiment utile de se charger la mémoire. Maintenant, on va être vigilant aux unités. La masse de savon est en grammes, la masse d'une molécule est en kilogrammes. Donc soit vous mettez tout en grammes, soit vous mettez tout en kilogrammes avec toutes les masses en, par exemple, en grammes. On fait l'application numérique maintenant. Donc je mets toutes les masses en grammes.
Donc la masse de savonnette, c'est 125 grammes. On remonte dans l'énoncé. Une molécule de stéarate, attention, c'est 5,08 fois 10 puissance moins 25 kg. Donc pour passer en grammes, je multiplie par 10 puissance 3. Et la constante d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Vous effectuez le calcul. Et donc, il y a 0,408,725 mol. En termes de chiffres significatifs, on en garde à nouveau 3. Donc, 0,409 mol de savon, de stéarate, c'est-à-dire que dans une savonnette, il n'y a pas une mol de savon, de molécules de savon. Alors, il nous reste le lien entre la quantité de matière et le volume. Donc, on va procéder exactement comme ça. Exactement. Sauf que, masse de l'échantillon, on va à nouveau le remplacer par quelque chose. C'est comme on a des volumes, et la masse, on va la remplacer par la masse volumique fois le volume. Donc là, on procédera par 3 expressions littérales successives. Là, la vidéo dure longtemps, il faut comprendre, c'est très logique ce chapitre, donc je préfère qu'on fasse le lien entre la quantité de matière et les volumes en classe entière. Pareil avec les concentrations en masse. Et donc vous faites ça soigneusement et vous essayez de faire les exercices du livre au début du livre qui sont corrigés pour vous faire la main.